Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur les rendez-vous de la facture électronique. Nous allons aujourd'hui parler de Sage Automatisation comptable et nous avons notre intervenant du jour, Christophe Chassier, consultant chef de projet de la ligne 100 chez Apogea. Je tiens également à préciser à l'ensemble des participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On va réserver 5 à 10 minutes de questions-réponses à la fin du webinaire pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. Je vais laisser la parole à Christophe, mais avant tout, avant qu'il prenne quand il va prendre la parole, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dans le chat, me dire si vous l'entendez bien ou pas? Merci. Christophe? Oui, merci Jessica. Oui, bonjour à toutes et tous. Est-ce que le son passe bien? Parce qu'on a eu quelques soucis techniques ce matin avec Jessica pour préparer cette présentation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Impeccable, donc c'est bon. On t'entend bien, Christophe, on peut démarrer la démo. Mes collègues se plaignent de ça, voilà, ça va nous servir ce matin. Donc, écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc, ce matin, l'objectif, c'est effectivement de refaire un point sur la facturation électronique, la réforme qui a connu un dernier bouleversement pas plus tard que la semaine dernière. Donc, tout de suite, passons justement à l'ordre du jour. L'objectif de ce webinaire, c'est toujours de vous préparer, de vous accompagner à la réforme avec, bien sûr, votre logiciel 700, les nouveautés liées à la réforme. Et, comme l'a dit Jessica, on va faire un focus ce matin sur une des étapes que Apogea préconise à ses clients, c'est de se préparer à la réception des factures fournisseurs de manière dématérialisée. Et puis on terminera cette session par le traditionnel question-réponse. Donc comme le temps passe vite, on va d'abord préparer un petit point sur la réforme, parce que ce qui est important à vous rappeler ce matin, c'est que, comme vous le savez, 2024 aurait dû être le point de départ de la réforme. On aurait dû démarrer cette réforme en juillet 2024. Pour des raisons diverses et variées, ça a été décalé en septembre 2026. Mais 2024 fait maintenant l'ère des premières immatriculations PDP, plateformes de dématérialisation partenaires, qui ont été immatriculées depuis le mois de septembre 2024. Et en 2025, était prévu livraison de l'annuaire via le portail public de facturation et que les PDP puissent faire les premiers tests dans des conditions réelles. Ce qu'il faut retenir ce matin, et ça n'a pas changé, même par rapport aux derniers événements qu'on a connus depuis le 15 octobre, septembre 2026 reste la première étape, septembre 2027 reste la deuxième étape. Septembre 2026, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire devront être en capacité de transmettre leurs factures à leurs clients dans l'émission via du e-invoicing, donc une facture électronique complétée par du e-reporting. Et par contre, bien sûr, elles devront également réceptionner ces factures à partir de leur fournisseur. Cette même règle va arriver au niveau émission pour l'ensemble des TPE et PME françaises au 1er septembre 2027. Par contre, comme vous le voyez sur cette slide, l'ensemble des sociétés françaises, quelle que soit leur taille et leur structure, devront être en capacité de pouvoir réceptionner des factures au format électronique dès le 1er septembre 2026. D'accord? Ça, c'est la loi de l'article 91 de la loi de finances qu'il avait précisé en décembre 2023. D'accord? Donc ça, je vous rappelle le schéma qui devait théoriquement être mis en place. Ça veut dire que entre moi, qui suis fournisseur, et mon client, j'avais une plateforme qui s'appelait le PPF, le portail public de facturation, qui me permettait d'échanger avec mes clients. D'accord? Dans certains cas, je pouvais faire appel à une PDP pour diverses raisons. Ce qui a changé, c'est le flash info du 15 octobre 2024, c'est qu'il y a eu une réorientation, c'est le terme employé par le ministre de l'économie, du portail public de facturation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un communiqué de presse, le nouveau gouvernement a indiqué en fait que le portail public de facturation ne servira plus de plateforme d'échange, mais uniquement d'annuaire de référencement des entreprises. D'accord? Donc, si on interprète cette nouvelle information du gouvernement, ça veut dire que les entreprises, d'accord, devront passer par une PDP pour pouvoir justement échanger avec les clients et les fournisseurs. D'accord? Donc aujourd'hui, sachez-le, ça reste encore un flou artistique comme d'habitude. C'est-à-dire que pour l'instant, on sait que les PDP étant des plateformes de dématérialisation privées, donc c'est entreprise payante. Donc voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un petit flou. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir ce matin, et bien sûr compter sur Apogea pour toujours jouer son rôle de veille sur cette réforme, parce qu'on est très à cœur de vous accompagner, de ne soyez pas au pied du mur en septembre 2026. En tout cas, voilà la nouvelle réorientation. Bon, la bonne nouvelle pour vous, voilà, je passe rapidement parce que vous avez compris ce qui devrait se passer demain, c'est que je suis un fournisseur, je choisis une PDP qui échangera avec mon acheteur.
je récupérerai les informations via, alors on l'appelle toujours PPF, on n'a pas d'autre nom, mais un concentrateur de données, un annuaire de l'entreprise qui lui se chargera d'envoyer à l'administration fiscale la partie TVA. Vous voyez, donc tout ça, ça reste encore un petit peu flou. La bonne nouvelle à retenir ce matin, c'est ce qu'on voulait vraiment vous en parler, hein, c'est que parmi les 70 entreprises qui ont été justement pré-immatriculées en tant que plateforme de dématérialisation partenaire, Sage a été officiellement immatriculé depuis le mois de septembre. Il porte le numéro cycle 052. Donc ça veut dire que Sage a passé, j'allais dire, l'épreuve, l'audit que demandait le gouvernement et a répondu positivement au cahier des charges. D'accord ? Il restera, bien évidemment, à passer, on en parlait sur la première slide, les fameux tests pour s'assurer que Sage pourra échanger avec d'autres PTP et surtout avec l'administration fiscale. Pour cela, alors, c'est souvent entendu parler de ce mot-là dans les mois à venir, c'est Sage Network. C'est un projet mondial au niveau de l'éditeur Sage qui va permettre justement, en fait, Sage Network, c'est en fait le nom de la PDP que Sage a choisi, parce que Sage veut vraiment se positionner en tant que leader de la communication entre les écosystèmes. Ça veut dire, voyons, on pourra, à partir de Sage Network, communiquer non seulement avec, bien sûr, d'autres PDP, mais également, pourquoi pas, avec votre banque, avec vos experts comptables, vos commissaires aux comptes, tout votre écosystème, on sera capable de pouvoir communiquer grâce à des API qui vont arriver au fil de l'eau. Ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que donc, versement au niveau de la réforme, le PPF ne devrait plus être le portail prioritaire des entreprises, on devrait passer par une PDP, que Sage est référencé PDP via une PDP qui s'appellera Sage Network. Voilà. Donc, bien évidemment, à travers ces événements, je voulais pas vous en parler en préambule parce que c'est quand même récent, c'est le 15 octobre, mais ça va forcément bouleverser même nous, en termes d'organisation et même pour vous. Ce qui est important également à retenir, c'est que par contre, si le gouvernement a annoncé que le portail public de facturation ne jouerait pas ce rôle de plateforme, c'est pour ne pas justement prendre de retard dans la réforme. Ça veut dire que là, gardez toujours en ligne de mire, septembre 2026, il faut que je sois prêt à récupérer les premières factures fournisseurs via des plateformes, dans ce cas-là, et puis si je suis concerné en tant que grande entreprise ou ETI, de pouvoir déjà transmettre les factures à mes clients. Donc voilà, donc c'est un petit peu se préparer. Donc depuis septembre 2023, comme vous le savez, Sage a mis en conformité ses applicatifs 7.200, puisque la version 10 est sortie en septembre 2023 et elle intègre différentes informations, notamment pour vous préparer à la réforme. Ce qu'il faut retenir, là, bien sûr, c'est bien sûr d'anticiper. Il va falloir se préparer à cette réforme. Pour se préparer à cette réforme, le premier travail qu'on va vous demander, c'est de cartographier vos tiers, vos clients et vos fournisseurs, et surtout de venir alimenter les champs obligatoires, les adresses, numéros de SIRET, les numéros de TVA intracom, de faire bien sûr des tests. Donc ça, les tests, bien là, avec le service Sage Network de Sage, connexion PPF, c'était ce qui était prévu, on verra comment ça va se passer. Et bien sûr, de se préparer à l'exploitation. Et pour tout ça, il ne nous reste plus que 20 mois, puisque septembre 2026, c'est dans moins de 2 ans maintenant. Voilà, donc pour vous préparer à ça, là, j'ai rapidement prévu une slide pour vous présenter l'outil que Sage a développé pour préparer les bases de données, qui s'appelle le Sage Data Clean and Control, SDCC en acronyme. Donc cet outil, disponible depuis les versions 10 de Sage 100, vous permet justement de cartographier vos tiers et surtout de les corriger. Donc vous avez des outils à l'intérieur, il y a des API qui vont aller chercher par exemple directement un numéro de SIRET à partir du nom d'un fournisseur ou d'un client, qui va aller chercher le numéro TVA intracommunautaire à partir justement d'un numéro de SIRET. Donc tout ça, ça sera prévu donc dans le SDCC. Alors bien sûr, pourquoi bien paramétrer la société? C'est déjà pour pouvoir identifier les flux et surtout m'assurer quels sont les tiers qui sont concernés par la réforme. Parce que je vous rappelle que dans une première version, cette réforme sur la généralisation de la facturation électronique ne va porter que sur des échanges B2B avec des Français assujettis à TVA. Si j'ai des fournisseurs ou des clients allemands, italiens, anglais, espagnols, américains, ils ne sont pas concernés par la réforme. Si j'ai des clients particuliers, idem. Si j'ai des clients associations non soumis à TVA, idem. Donc là, il faut d'abord identifier les flux. Donc là, voilà pourquoi, grâce à la version 10 et au SDCC, on va être capable de s'assurer que toutes les données sont bien présentes dans la fichière. D'accord? Ensuite, bien évidemment, quelles vont être les informations à transmettre au PPF, au PDP demain, donc tout ce qui va être les notions de localisation, et comme toujours, rappelez-vous les différents flux, j'aurai toujours le flux de e-invoicing pour envoyer ma facturation au format électronique, et pour tous les autres, c'est-à-dire que pour toutes les factures qui ne rentrent pas
dans du B2B auprès d'un tiers français soumis à TVA, j'aurai à produire un e-reporting sous ARTECAD qui devrait être envoyé, donc pareil, à l'administration fiscale pour qu'elle me prépare ma déclaration de TVA. Donc là, vous avez une petite slide sur le Sage Data Field Control qui, vous voyez, qui va vous faire tout simplement une recherche de tous vos tiers. Et vous voyez, tous les tiers qui apparaissent dans l'erreur, vous aurez en fait la liste et vous pourrez les corriger de manière beaucoup plus visuelle que de rentrer fiche par fiche. Donc, bien sûr, grâce au Data Field Control, ça va vous permettre d'avoir une analyse rapide, de faire une cartographie rapide de mes clients fournisseurs, de m'assurer qu'il n'y ait plus d'erreurs dans les paramétrages de mes fichiers et surtout, bien sûr, d'être beaucoup plus réactif. Et bien sûr, ce produit s'enrichira au fur et à mesure des évolutions de la réforme. Voilà. Donc, les nouveautés qui sont liées à la réforme, j'en ai un petit peu parlé, ces fameuses API que Sage a développées. Il y a 2 API qui ont été développées avec la version 10 qui est le SDCC. C'est l'API Sirène, donc il va récupérer automatiquement les éléments à partir de sites de l'INSEE pour rentrer adresse et numéro de sirène si on ne l'a pas. Et également une autre API qui s'appelle l'API VIES qui va aller se connecter pour contrôler que le numéro de TVA Tracom est bien conforme. Alors, on va d'abord calculer le numéro de TVA et ensuite on ira vérifier sa conformité. Donc, voilà les nouveautés, bien sûr, liées à la réforme. Bien évidemment, tout tourne autour de la TVA, parce que ne l'oubliez pas, cette réforme, à l'origine, est toujours dans le contrôle à la fraude à la TVA. Donc, bien évidemment, Sage a dû adapter le logiciel pour s'assurer que quelles vont être les informations fiscales. Dans la fiche du tiers, est-ce que mon tiers est assujetti à TVA ou non, etc., etc. Donc, des catégories comptables vont également devoir être modifiées. Donc, en gros, bien évidemment, les registres de taxes vont retrouver tout leur intérêt avec votre logiciel de comptabilité Sage 100, puisque, comme vous le savez, Sage n'a pas attendu la réforme pour être conforme à la déclaration de TVA. Et donc, bien évidemment, ça fait partie de l'autre préconisation que Apogea met à votre, vous préconise aujourd'hui, c'est bien sûr d'utiliser les registres de taxes pour pouvoir contrôler votre déclaration de TVA et demain de contrôler cette fameuse déclaration de TVA pré-remplie qui arrivera du signe des impôts. Donc là, bien évidemment, on va parler maintenant de l'univers Sage 100, mais je vais quand même commencer par ça parce que c'est vrai que là, on va faire un focus sur la partie ACS, mais aujourd'hui, voilà, la réforme est en marche. Retenez ce matin, retenez toujours septembre 2026, mais avec une nouvelle bombe, si je puis dire, que j'ai tombé dessus le 15 octobre, c'est qu'il n'y aurait a priori plus de portail public de facturation. L'entreprise devrait choisir une PDP pour pouvoir échanger avec ses clients et ses fournisseurs. Voilà. Donc, bien évidemment, l'univers Sage 100, bon, vous le connaissez, vous qui êtes déjà utilisateur. On part bien sûr de la comptabilité, qui est le socle de la gamme Sage 100, avec ou non une gestion commerciale Sage 100. Autour de la comptabilité, on a des modules natifs, qui sont moyens de paiement, c'est tout ce qui va être des paiements, qu'ils soient clients ou fournisseurs. Donc, quand je suis moi, entreprise à l'initiative du paiement, la trésorerie, donc pour pouvoir gérer ma trésorerie au quotidien, faire du prévisionnel de trésorerie, mais également contrôler les conditions des banques. Les immobilisations, pour gérer tous mes biens immobilisés, mais également tout ce qui est crédit bail et location. Et bien sûr, et la comptabilité fiscale pour la production de l'alias fiscale et de l'annexe. Et de la comptabilité fiscale, petite parenthèse rapide, vous savez que l'ANC, donc de l'Autorité nationale de comptabilité pour 2025, a révisé le plan comptable général. Donc les nouveaux comptes vont apparaître dès le 1er janvier 2025. Ce qu'il faut noter rapidement, on n'est pas là pour parler de ça, mais je vais bien vous en parler rapidement, c'est que les comptes de transfert de charges n'existent plus. Les comptes liés aux IMO, lorsqu'il y a cession d'IMO, les 775, 675, non plus. Donc, je vous laisse vous rapprocher de votre cabinet comptable si vous en avez un, ou alors de vous renseigner pour avoir le nouveau plan comptable 2025 qui va surtout toucher les états financiers. Et bien sûr, le chef de communication bancaire, donc chef direct ou chef de flux bancaire, pour pouvoir justement échanger avec vos banques. Autour de cet écosystème, bien sûr, c'est bien de pouvoir piloter vos outils Sage. Donc, bien évidemment, grâce à la Sage VI Reporting, on est capable d'aller faire du tableau de bord personnalisé, d'aller faire du PNL, de faire tous vos tableaux et vos reportings. On a également la solution Sage recouvrement de créances pour pouvoir, encore une fois, mieux anticiper les encours clients et mieux gérer les relances clients. Et cette automatisation comptable qui, lui, bien évidemment, dans cet écosystème, va communiquer avec la comptabilité. Donc, bien sûr, vous remarquez que sur cette cartographie Sage 100, bien sûr, il y a une interconnexion entre les différents outils. Et bien sûr, nous, ce matin, on va faire un focus sur Sage automatisation comptable, qui fait partie pour Apogea, si vous voulez, j'allais dire, de la troisième étape dans la mise en place de la réforme à la facturation électronique. La première étape, je la rappelle rapidement, c'est déjà de me mettre à jour mon logiciel Sage 100. Donc,
V10, V11 qui va sortir au mois d'octobre, là, hein, enfin, le 15 novembre, pardon, la V11 va sortir. Hein, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la V10, vous l'avez compris, on aura tous les outils pour me permettre de vérifier le fameux data clean et le contrôle, ma base de données tiers, et de la préparer à la réforme. L'étape numéro 2, on en a parlé un petit peu rapidement, c'est le fameux e-reporting, c'est de compléter l'envoi des factures fournisseurs à travers les reports sur tout ce qui va être TVA sur encaissement, TVA intra communautaire. Donc ça, grâce à quoi? Grâce au registre de taxes. Donc ça veut dire que paramétrer ma TVA avec la gestion des registres de taxes dans ma comptabilité. Et la troisième étape, rappelez-vous, 1er septembre 2026, eh bien, c'est de pouvoir, donc, justement, eh bien, aller récupérer mes factures fournisseurs sur une plateforme. D'accord? Et bien là, c'est le métier de Sage Automatisation Comptable. D'accord? Donc, comme bien évidemment c'est indiqué sur cette slide, Sage Automatisation Comptable, l'acronyme c'est ACS, hein, va dématérialiser et va simplifier l'ensemble des étapes de traitement comptable de vos factures fournisseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les différents canaux, et d'ailleurs demain, j'aurai toujours ces canaux qui me permettront de récupérer mes factures fournisseurs. Bien évidemment, pour mes fournisseurs français assujettis à TVA, il y aura le fameux portail, enfin, les fameux portails, d'accord, pour pouvoir récupérer mes factures, mais je continuerai, pourquoi pas, à recevoir des factures en PDF, pourquoi pas des factures papier qu'il faudra que je scanne pour les envoyer. Donc, voilà pourquoi, en fait, ACS, lui, aujourd'hui, vous voyez, a différents canaux pour pouvoir récupérer l'information. Une fois que l'information est récupérée dans ACS, il y a ce qu'on appelle une authorisation des données, c'est-à-dire que le logiciel va scruter la facture qu'on vient de lui mettre à disposition et en ressortir les éléments comptables, le code du fournisseur, la TVA, etc., etc. Et bien évidemment, l'autre intérêt de ACS, c'est que bien évidemment, à travers, je dirais, cette reconnaissance de caractère, il va être capable d'envoyer directement l'écriture de votre comptabilité 700, d'accord, sans aucune ressaisie, et bien sûr, de mettre en place un circuit de validation jusqu'au bon à payer. D'accord? Donc voilà, et bien évidemment, il va être capable grâce à du support Microsoft Azure, il va également vous archiver légalement vos factures pendant minimum 10 ans, qui est la durée légale, parce que toutes les factures qui seront sur ACS seront horodatées et signées électroniquement. Donc voilà un petit peu comment se passera le circuit avec Sage Automatisation Comptable. Il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas Sage Automatisation Comptable, on pourra bien sûr aller récupérer quand même les factures, uniquement les factures à partir des plateformes. On ne sera pas géré une facture de type facture papier qu'on va devoir scanner ou des factures qui sont au format PDF arrivant par un mail, par exemple. Donc, grâce à ACS, on va pouvoir avoir un circuit complet jusqu'à l'archivage de la facture et un système de validation. Voilà, donc c'est un peu que je vais vous présenter en introduction. Maintenant, vient la présentation. Donc la présentation, voilà comment se présente ACS. Donc cette automatisation comptable, déjà, vous le remarquez, je me suis connecté grâce à une URL. Donc c'est un logiciel full SaaS. D'accord? Donc il n'y a pas d'installation à prévoir sur vos infrastructures, uniquement une console. En fait, la console, vous avez compris, qui va me permettre justement de me synchroniser avec mes bases. Excusez-moi. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je suis un comptable. Donc moi, mon métier, en tant que comptable, ça va être tout simplement d'aller récupérer les factures. Donc je vais vous expliquer que ACS ne va pas se limiter, dans le cadre de la réforme, à aller chercher les factures sur des portails, d'accord? Puisque aujourd'hui, on va être capable, par exemple, vous voyez ici, d'aller créer ce qu'on appelle des comptes de messagerie, d'accord? Qui vont me permettre, donc justement, excusez-moi, je vais lancer ça tout de suite, voilà, compte de messagerie entrant. Voilà. D'aller paramétrer en fait des comptes de messagerie pour que mes fournisseurs, à partir de maintenant, leur dire écoutez, voilà, moi, Apogea, je suis passé sur un outil de démat de mes factures fournisseurs. À partir de maintenant, envoyez-moi vos factures à facturefournisseur@apogea.net. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais inviter cette adresse dans ACS et lui, automatiquement, il va regarder sur cette adresse de messagerie et il va automatiquement récupérer tous les documents de toutes les pièces jointes au format PDF, il ira les mettre dans ACS. C'est la première façon de récupérer justement des factures, d'accord? L'autre façon de récupérer les factures, c'est tout simplement les factures papier. Donc en général, la plupart d'entre vous ont des scanners multifonctions. Il suffit de faire prendre les factures, d'en faire un scan to mail, et bien sûr le mail, c'est le fameux facturefournisseur@apogea.net. Ça va tomber directement dedans. D'accord? La troisième méthode, c'est celle que moi je vais utiliser ce matin, c'est la méthode manuelle. C'est-à-dire que je vais aller récupérer directement une facture. Donc pour faire ça, c'est tout simple. Je vais aller sur mon dashboard, et là, je vais aller ajouter une nouvelle facture. Donc là, je vais sélectionner un fichier. Voilà. Donc là, je vais prendre
J'avais préparé une facture pour vous ce matin, hein, pour vous montrer à travers un exemple. Donc, voilà. Les mois CS. Voilà. On est le 24 octobre. Voilà. Et là, j'ai récupéré une facture de mon fournisseur favori qui s'appelle Apogea, et c'est une facture de maintenance Apogea que j'ai reçue. Donc là, vous voyez, je vais l'envoyer dans ACS. Et là, qu'est-ce que fait ACS? Ben là, automatiquement, il va océriser. Voilà, vous voyez, il va analyser le document, il va lancer son océrisation du document. Hein. Donc là, en gros, il récupère le PDF de la facture et il l'envoie directement sur sa plateforme en l'analysant. D'accord? Donc, cette étape, bien évidemment, j'insiste bien, là, je la fais manuellement parce que je traite manuellement, mais en général, la plupart de nos clients vont avoir une adresse mail T5 qui va se traiter de manière automatique, ce qui évite de lancer ça manuellement. Donc, je analyse mon document, voilà, je vais relancer rapidement pour être sûr que ça se passe bien. Voilà, il analyse mon document. Alors, ce qui est important aussi, sachez-le, hein, c'est que ACS, aujourd'hui, bien sûr, va reconnaître tout ce qui est format PDF, mais est également prêt aussi pour le format facture X, hein, qui est un des 3 formats qui va être demandé par le gouvernement hein, pour être conforme à la réforme. Hein. Il y a le format facture X, c'est un format hybride, hein, qui va être un format, on va dire, qui est à la fois un format PDF couplé avec un format XML pour envoyer les éléments, hein, mais je peux aussi avoir ce qu'on appelle du C2I ou du CPL, hein, qui sont aussi d'autres formats qui seront tolérés par les plateformes. Moi, il a donc terminé, d'accord? Donc, je vais donc rafraîchir les documents. Il a remarqué une chose, vous allez voir, automatiquement, vous voyez, il a déjà commencé à pré-paramétrer. Qu'est-ce qu'il a fait, le logiciel? Voilà. On a bien évidemment ici, il a retrouvé le numéro de la facture, la date de la facture, qui a été scannée aujourd'hui le 24 octobre, et il a retrouvé le fournisseur, et ainsi que les montants hors taxes, CCC et TVA. Pour s'en assurer, on va cliquer sur le petit bouton, ici, là, et là, on retrouve le PDF de la facture. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'il a retenu? C'est parce que c'est un fournisseur avec lequel j'ai déjà travaillé, donc forcément, il y a déjà des éléments que lui a été automatiquement rejetés. Donc, on retrouve bien les éléments de la facture. Si je clique par exemple sur ce bouton-là, vous voyez, il va me montrer où il a trouvé le numéro de la facture. La référence de la facture, il a été la récupérer ici. Vous voyez, bien évidemment, je peux le changer. Hein. C'est-à-dire que là, je peux dire, non, la référence ira me récupérer, par exemple, cette information-là. Voilà. Vous voyez, on peut très bien, lors du premier traitement, hein, il y aura forcément besoin d'aider le logiciel dans la première facture. Hein. Par contre, point intéressant, ici, à côté du l'IBAN, il a contrôler l'IBAN, c'est un point important parce que je vais bien le montrer, parce que si on a bien renseigné sa fichière dans la compte 100, hein, on a rentré justement l'IBAN du fournisseur, lui va être capable de contrôler et de s'assurer que l'IBAN que le fournisseur m'a envoyé correspond bien à celui que moi j'ai rentré dans la fichière. Si ce n'est pas le cas, au lieu d'avoir un petit rond vert, vous aurez un triangle rouge. Il faut dire attention, point de vigilance, je ne retrouve pas le même IBAN sur la facture fournisseur et sur ma fichière. Donc là, bien sûr, ici, on retrouve donc les éléments. Moi, ce que j'ai à faire, c'est à catégoriser ma facture. C'est-à-dire que, entre guillemets, lorsqu'on met en place ACS chez nos clients, on va avoir différents cas de figure. Je prends un exemple tout simple. Hein. J'ai un loyer que je paye tous les mois. Hein. Donc, bien évidemment, la facture, je vais l'enregistrer dans ACS pour des raisons d'archivage légal, mais cette facture n'est pas soumise à validation. Elle va automatiquement être considérée comme bonne à payer. Dans ce cas-là, je vais le dire à ACS. Je dis, rappelez-toi, quand tu reçois la facture du loyer, ben, tu la mettras directement en BAP. Pas la peine de passer par un circuit de validation. Là, je peux avoir des frais généraux. Je peux, pour ceux d'entre vous qui ont la gestion commerciale, c'est je sens et qui utilisent les achats avec cette leçon. Sachez-le, ACS est capable d'aller faire un rapprochement entre la facture que je viens de recevoir et le bon de commande ou le bon de livraison dans la GC. Et là, le gros intérêt, c'est qu'il va avoir un rapprochement, c'est-à-dire qu'on peut même s'autoriser à modifier les prix ou à rajouter, par exemple, des frais de port. Hein, si j'ai oublié d'être des frais de port sur mon bon de commande ou mon BL. Et là, dans ce cas-là, automatiquement, quand j'aurai fini mon rapprochement, quand j'aurai associé là ou le bon de commande BL à la facture, il ira automatiquement transformer le document dans la GESCOM et le passer automatiquement en facture. D'accord? Voilà, je suis sur un cas classique, hein, c'est une facture de maintenance d'Apogea. Donc là, bien évidemment, c'est du frais généraux. Il a reconnu le service Nantes. Alors ça, le service, c'est pareil. C'est pour déterminer le circuit de validation. Hein. Donc là, moi, j'avais créé Nantes et formation. Ça veut dire qu'on peut soit avoir établissement, j'ai Nantes, Paris, Marseille, Lille, par exemple. Donc, bien sûr, chaque établissement aura ses propres valideurs, mais également des services. Services achats, services généraux, services informatiques, c'est pareil. On va pouvoir, et là, bien sûr, en fonction de la catégorie et du service, il y aura un système de workflow qui va se mettre en place. Comme j'ai déjà traité des factures avec Apogea,
Voilà, je vais porter déjà un peu ça, voilà. On voit qu'ici, vous voyez, il y a déjà une application comptable de prête. D'accord? Ça veut dire que l'application comptable, comme c'est de la maintenance, ça tombe bien, je vais laisser ce qu'il propose. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que là, j'ai des dates de début, puisque c'est un contrat de maintenance. Je dois avoir des dates quelque part, moi. Alors, attends, bougez pas. Hop. Voilà, les dates sont là. Donc, je vais dire, admettons, ma date de début de prestation, elle est là, voilà, le 15 novembre, donc je la sélectionne. Voilà. Et ma date de fin de prestation, elle est ici. C'est le 14 novembre. Voilà. D'accord? Donc, comme je suis d'accord avec lui sur la ventilation, je n'ai plus qu'à valider. Si je fais générer des lignes, ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec la préimputation comptable que me propose le logiciel, et bien sûr, je vais pouvoir régénérer les lignes. Là, j'ai validé. Voilà. Donc là, si j'avais là, pareil, je peux revenir ici sur le petit bouton pour reventiler analytiquement. Alors, bien évidemment, pour ceux qui gèrent l'analytique avec cette leçon, vous voyez, on remonte bien sûr tous les flux analytiques que vous avez. Hein, et là, bien évidemment, je peux dire, bah non, ça ne dira pas sur Lyon. Hein, donc, je supprime Lyon, par exemple. Hein, voilà, et je vais dire que ça va être, par exemple, un achat pour ça à Paris, voilà, direction commerciale du siège. Voilà. Là, ça va être, on va dire, admettons, 50%. Voilà. Oui, je mets la moitié pour Paris, et puis je vais mettre par exemple la direction commerciale de Metz, par exemple. Voilà, direction commerciale de Metz, pour l'équilibre. Voilà. Donc je refais la ventilation analytique. Donc là maintenant, l'imputation comptable est bonne, d'accord? Il ne me reste plus qu'à faire une chose, c'est bien sûr de faire vivre hein, cette facture. Alors, autre côté pratique avec ACF, c'est qu'on peut mettre des pièces jointes. Hein. C'est-à-dire que même si c'est un frais général, pardon, on peut très bien, pourquoi pas, avoir un contrat. Dans ce cas-là, je clique sur pièce jointe, et donc la pièce jointe, elle, va être automatiquement associée à la facture et va me permettre, pourquoi pas, de donner une information à mon valideur. Là, je n'ai pas de pièce jointe, je vais directement transmettre. Alors, je pourrais transmettre, je pourrais poser une question. Hein. J'ai le cas, parce qu'effectivement, je ne vous l'ai pas dit, mais ACS, en fait, l'abonnement d'ACS est autant d'utilisateurs que l'on veut. Hein. Le coût de l'abonnement est fonction du nombre de factures traitées sur l'année. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, rappelez-vous, comme on fait l'archivage légal de vos factures pendant minimum 10 ans, bien évidemment, le coût de stockage, c'est ce que vous facturez en fait. Hein. Par contre, on peut être autant d'utilisateurs que l'on veut. Donc, à travers ça, par exemple, rien ne m'empêche de créer mon expert comptable en tant qu'utilisateur ACS. Bien sûr, il aura des droits limités dans le logiciel, mais il pourra, par exemple, répondre à des questions. Exemple, j'ai reçu une facture ce matin, je ne sais pas si je peux la mettre en immobilisation. Je vais dire, j'ai posé une question, est-ce que vous pensez que cette facture peut être mise en immobilisation? Et mon expert comptable recevra une notification par mail, hein, et il pourra, dans ce cas-là, accéder au PDF de la facture, accéder à la question et y répondre. Hein. Sachez-le également, ACS a également une version compatible iOS et Android hein, que vous pouvez télécharger sur vos stores respectifs. On peut bien sûr également rediriger vers une autre société. Si par exemple, moi qui suis le comptable de Apogea à Nantes, cette facture concernait Apogea à Paris, dans ce cas-là, je la renvoie sur Apogea à Paris. Hein. Ou alors, je peux décider, moi, si on me l'autorise hein, en tant que comptable, à dire, bon, moi, je la mets en litige parce que le tarif n'est pas bon. Hein. Là, on va faire un cas simple, là, je vais la transmettre à mon valideur, et là, vous voyez que le valideur, il me propose que le DAF Julien. Pourquoi? Parce que rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, en fonction de la catégorie de document, en fonction du service de destination, il va m'afficher la liste des valideurs potentiels. Là, ça tombe bien, ça fait bien, j'ai le DAF Julien. Et là, je vais mettre, par exemple, OK pour moi, hein, sauf l'échéance. Voilà. Sauf l'échéance, ça veut dire que j'estime que l'échéance n'est pas bonne. Sauf l'échéance n'est pas bonne. C'est mieux, l'échéance n'est pas bonne. Voilà. Donc là, je vais donc faire envoyer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Moi, on va dire, la facture disparaît de ma liste des documents en attente et elle va rentrer dans le système de validation. D'accord? Bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Là, forcément, j'ai terminé mon traitement. Donc là, je vais passer rapidement sur un outil que vous connaissez, hein, qui s'appelle 7 jetons comptabilité. Et donc, 7 jetons comptabilité, je vais aller, par exemple, faire une recherche d'écriture. Je vais aller vérifier tout de suite, là. Pardon, ce que je fais, excusez-moi. Je vais aller faire une recherche d'écriture. Toutes celles qui ont été saisies aujourd'hui. Donc, on est le 24 octobre aujourd'hui. Hein. Voilà, je prends celle du 24. Il m'a trouvé une écriture. D'accord? Donc là, on voit qu'il a automatiquement été passé une écriture. Donc là, on va quand même aller ouvrir cette écriture pour voir un petit peu comment elle se passe. Hein. Donc, cette écriture, je vais ajuster mes colonnes parce que, en fonction des écrans, c'est pas toujours. Voilà. Et donc là, il a été récupéré automatiquement la date de saisie. Bon, ça, c'est aujourd'hui. Hein. C'est la facture 0057 parce que
dans ma comptabilité 700, j'ai un numéro de pièce incrémenté automatiquement, d'accord? Par contre, le numéro de facture, il a récupéré ici. Rappelez-vous la référence que j'avais indiquée de la mission en référence, et surtout, il a été récupéré des éléments de la facture. Si je vais sur mon compte de charge, on remarque ici qu'il a automatiquement fait la ventilation analytique telle que je l'avais prévu, les fameux 50-50. Autre chose d'intéressant, pour préparer mes écritures de charge constatées d'avance, il m'a bien récupéré la date de début et la date de fin. Rappelez-vous qu'on avait indiqué sur la facture. Ce qui veut dire que quand j'arriverai le 31 décembre 2024, il me ressortira automatiquement les charges constatées d'avance et l'écriture qui me générera de manière automatique. Par contre, il y a une petite subtilité sur cette écriture qu'il a générée de manière automatique, c'est que vous remarquez le mode de règlement. Le mode de règlement, il est passé à ATT-BAP. Qui est un nouveau mode de règlement, que ACS crée automatiquement dans la comptabilité lorsque j'ai justement ACS couplé à une compte ACH, c'est qu'il me crée deux modes de règlement, ATT-BAP pour une facture qui est, ce qui est le cas de la facture APOGEA en attente de bons à payer, et j'ai aussi le ATT-LIT comme litige pour les factures qui sont justement mises en litige, d'accord? Et là, bien sûr, j'ai la date d'échéance, donc au 27 octobre 2024. Voilà. Donc, vous voyez, vous remarquez donc que là, je n'ai aucune synchronisation à lancer, ça se fait de manière dynamique au niveau de ma comptabilité. Bon, maintenant, j'ai un petit peu triché, là, j'ai une entreprise qui valide rapidement ses factures. Alors, pareil, on pose souvent la question, le valideur, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Alors, on peut lui envoyer une notification par mail, soit à chaque facture à valider, c'est un petit peu très vite chronophage pour lui, il risque de trouver ça un peu pénible, soit de lui faire une notification hebdomadaire ou quotidienne. C'est vous qui allez pouvoir régler ça. Et ce qui est également intéressant, c'est que si justement le valideur n'a pas validé dans un laps de temps défini, il va recevoir automatiquement une relance. Donc là, pour des raisons de présentation, je vais me connecter en tant que DAF Julien. Et bien sûr, l'UDAF Julien, il a un écran allégé. Bien sûr, c'est pas lui qui va administrer la base de données. Lui, par contre, il va pouvoir voir directement les factures qu'il doit valider. Et surtout, voyez ici, c'est celles qui sont justement en retard. Regardez, c'est les factures qui ont été mises qui sont du mois de juin. Bon, là, c'est un peu d'essai. Je vais remettre sur mon dashboard. Je dois aller voir ce que je viens de travailler avec vous, qui est la fameuse facture d'Apogea. Donc, elle est là. Je me dis, j'ai la facture d'Apogea. Et là, on voit qu'ici, il y a un petit commentaire. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, à 10h01, j'ai mis un commentaire, c'était OK pour moi, sauf que l'échéance n'est pas bonne. D'accord? Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que va faire mon valideur? Il va pouvoir aller vérifier la facture. Voilà. Et là, effectivement, je lui ai autorisé, pourquoi pas, à modifier la date d'échéance. Donc par exemple, je vais dire, bah non, moi je la décale d'un mois, je la mets au 30 novembre. Voilà. D'accord? Et là, dans ce cas-là, je vais dire, pas de souci, je la mets en bon à payer. Par contre, je vais dire, vu avec Apogea, pour décalage 30 jours, par exemple. Pour décalage 30 jours. Voilà. Et là, on voit. Donc là, bien évidemment, voilà, bien sûr, cette facture va disparaître de moi en tant que valideur. Ce qui veut dire que maintenant, vous voyez, la facture, si je retourne au profil d'origine, elle est facile, on peut la payer, elle est là. Elle est dans les BAP. Donc, si je fais par exemple une recherche, je vais vous montrer. Je vais rechercher, par exemple, toutes les factures de mon fournisseur Apogea. Siège social. Voilà, je recherche. Voilà. On voit ici la facture. Voilà. Donc là, elle est où cette facture? C'est une facture, scannez-le. Statut du lettrage. Je ne la retrouve pas là. Alors, attendez. Si je l'ai mis, la facture, elle devrait être là. Je crois que je vais avoir 27 septembre. Bref. Frais généraux. Pourquoi frais généraux totalement lettrés? Ah, si, c'est là, c'est la première. Je suis bon en format. Voilà. Excusez-moi, c'est la première. Vous voyez? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous remarquez qu'ici, bien sûr, il a bien gardé tous les commentaires. Si, bien sûr, je me positionne sur la facture, voilà, je retrouve tout l'historique, c'est-à-dire que, vous voyez, je vais pouvoir retrouver bien sûr l'écriture et surtout tous les commentaires. Voilà. Vous voyez que c'est Christophe qui l'a pris à 10h01, que DAF Julien l'a corrigé à 10h06, voilà, et que justement, le DAF a modifié la date d'échéance. Et tout est tracé au niveau du logiciel. Et ici, vous le voyez en tout petit, j'ai mis ce qu'on appelle un tampon de bon à payer, où je retrouve en fait tout le détail, je vais la grossir un peu, voilà, comme ça vous allez pouvoir vous en rendre compte. Hop, voilà, vous voyez, bien sûr, ce BAP est totalement personnalisable. Vous voyez, traité le BAP par le valideur BAP DAF Julien. Voilà, d'accord? Donc ça permet effectivement d'avoir en fait un tampon sur l'écriture. Vous remarquez aussi qu'on est capable de remonter, ça s'était beaucoup demandé par nos clients, parce que forcément, ACS a fini son travail. Par contre, la facture devra être réglée au fournisseur.
Donc j'aurai une information si la facture a été payée ou pas lors de la remontée de cette gestion comptable vers ACS. Et bien évidemment, on va retourner, nous, dans la comptabilité, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc je vais rechercher, toujours pareil, l'écriture que j'ai passée aujourd'hui. Date de saisie 24 octobre, voilà. Au 24 octobre, donc je fais OK. Donc il me retrouve bien sûr toujours cette écriture. Et là, si vous avez bien suivi, il y a eu deux changements dans cette écriture. Le mode de règlement qui est donc passé en virement, alors qu'il était, rappelez-vous, tout à l'heure en ATT-BAP, et surtout, il y avait la date d'échéance qui est passée au 30 novembre 2024. D'accord? Donc voilà, donc ça veut dire que là, cette facture, maintenant qu'elle est bonne à payer, puisque j'ai mis son mode de règlement virement, elle va pouvoir être payée par moyen de paiement. Ça, c'est également un truc qui est pas mal lorsqu'on a moyen de paiement pour gérer, par exemple, les virements fournisseurs. C'est une facture, tant qu'elle est en attente de bon à payer, même si je veux la payer, je ne peux pas. Un certain moyen de paiement pourra me l'afficher, je ne pourrai pas la sélectionner, je ne pourrai pas la pointer pour pouvoir la régler. Donc ça, c'est fait de manière automatique. Donc, bien évidemment, cette facture, donc là, maintenant, elle va suivre son cycle. Donc voilà ce que je voulais moi vous présenter là-dessus. Donc là, le mot est fini. Maintenant, je suis à votre écoute pour les questions-réponses. Alors, Christophe, j'ai une première question. Est-ce que ACS peut-il s'adapter sur Sage 1000? Oui, tout à fait. Il faut comprendre. Alors, en fait, il s'appelle Sage Automatisation Comptable lorsqu'on a Sage 100 comptabilité. Sur la gamme Sage 1000, il s'appelle SDF, excusez-moi, c'est Sage Démat des factures. En fait, c'est le même logiciel. En fait, comme c'est les deux, oui, on peut le mettre avec Sage 1000 sans aucun problème. Il y a peut-être d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Là, je vois pas d'autres questions, donc n'hésitez pas à poser si vous avez des petites questions sur le logiciel directement dans le chat. Les gens restent sans voix. Là, j'ai une personne qui a la main levée, Céline. N'hésitez pas du coup à poser votre question directement dans le chat. Parce que je ne pourrais pas, pour des questions techniques, de activer les micros de chaque personne. D'ailleurs, on est vraiment désolé que j'ai cité que deux petits soucis ce matin. Donc, Alors, j'ai la question. Est-il obligatoire d'avoir Sage 100 en ligne? Ah, pas du tout. Non. C'est qu'en fait, si vous voulez, Sage 100, effectivement, Sage aujourd'hui a sorti une version dite SPC, en version hébergée de Sage 100 sur Microsoft Azure. Alors, ça fonctionne très très bien sur la version on-premise de Sage 100. Alors, il faut être minimum en version 7 de Sage 100, mais comme vous l'avez compris à travers le webinaire qu'on a déroulé ce matin, pour moi, la première étape qu'il faut que vous fassiez, vous, utilisateur Sage 100, c'est de migrer au minimum dans la version 10, pour pouvoir avoir justement toutes les règles liées à la réforme facturation électronique. Mais en tout cas, en fait, on aura juste besoin sur votre infrastructure, si vous êtes sur un serveur hébergé en local, d'installer une console d'administration, c'est tout. Écoute, Christophe, je vois une autre question. Le traitement des factures me paraît long. Le traitement des factures vous paraît long. C'est-à-dire qu'en fait, alors je vais être totalement transparent avec vous ce matin. J'ai dû me connecter avec mon téléphone parce qu'on a des gros problèmes. Moi, je suis à l'agence de Nantes. On a des gros problèmes internet ce matin, nous. Donc en fait, c'est mon téléphone. Donc j'étais en 4G pour aller chercher les factures. Mais en règle générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que le logiciel, lui, lorsqu'on met en place du ACS, on va surtout essayer d'automatiser un maximum les éléments. C'est-à-dire que d'avoir une adresse mail dédiée, par exemple, c'est comme ça se fait de manière automatique, je n'ai pas à le traiter manuellement. Mais c'est vrai, là là-dessus, on est aussi là on peut avoir malheureusement des fois des pics qui sont liés, on est sur une solution en mode SaaS, donc c'est vrai qu'on peut avoir des fois des latentes qui sont liées ou à ma connexion Internet ou effectivement à une grosse sollicitation sur le site. Mais bon, en règle générale, pour vous donner une idée, à Apogée, on a à peu près 80 clients qui ont déjà fait le pas à CS. Bon, et ça se passe plutôt bien, on n'a pas de... Mais c'est sûr que, comme toujours, vous savez, aujourd'hui le SaaS, c'est un peu le vent en poupe, tout le monde veut des solutions en mode web, mais par contre, effectivement, il faut avoir une bonne connexion Internet. Ça, c'est une condition sine qua non. Qui n'est malheureusement pas mon cas ce matin.
J'ai une autre question. Christophe, cela fonctionne avec des petites factures de frais courants, exemple de carburant ou pas? Alors, oui, alors ça, tout dépend. C'était une question à travers les notes de frais, par exemple, qui pourraient être gérées par les collaborateurs. Bah, dans l'absolu, le logiciel, lui, va traiter tout type de facture. Donc, facture ou facturette, il va être capable de la reconnaître à la condition que c'est un format PDF ou FactureX. Hein, c'est les deux formats acceptés par ACS. Hein. Le JPEG, par exemple, il ne sait pas lire un JPEG, par exemple. Mais par contre, c'est vrai qu'on a des clients où, par exemple, c'est une carte société qui va plier les notes de frais des collaborateurs. Donc là, effectivement, ils peuvent utiliser ACS. Quand c'est un logiciel où on doit rembourser le collaborateur pour pouvoir justement suivre les notes de frais, on va plutôt vous orienter vers un logiciel plutôt de gestion de notes de frais. Hein. On a un produit en catalogue à projet qui s'appelle Clini de K. Hein. Mais en tout cas, oui, on a des clients qui peuvent utiliser effectivement ACS pour gérer les frais qui sont liés à du carburant. Mais pas que. Hein. Il faut savoir que on va aussi gérer toutes les factures liées à votre activité. Hein. Comme vous l'avez vu, pour ceux qui ont une gestion comme ça, c'est natif. Hein. Mais ceux, par exemple, qui auraient un logiciel de procure to pay ou un logiciel de gestion d'achat spécifique, on est capable également de faire des connexions. Hein, par contre, ça se fait sous forme d'échange de fichiers dans ce cas-là. On ne sera pas en lecture dynamique, si vous voulez. Alors, j'ai une nouvelle question. Dans le journal achat, la facture est-elle jointe? Date de saisie et non date de facture sur le journal d'achat. Oui, alors tout à fait, effectivement, bonne remarque, je ne l'ai pas montré. Alors, je peux vous le montrer tout de suite, hein, ça sera plus simple. Déjà, lorsqu'on est sur la facture, vous voyez ici, là, voilà, on retrouve le numéro de pièce de l'ERP. Ça veut dire que vous voyez, dans ACS, on sait quel numéro de pièce a été généré dans la comptabilité. Et si je vais dans la compta, vous allez voir, sur mon écriture de comptabilité, effectivement, quand je vais dessus, vous voyez ici, je retrouve bien, lorsque je vais voir le document attaché, voilà, j'ai bien sûr un lien, si je fais visualiser, vous allez voir, il va m'ouvrir automatiquement ACS. Et bien sûr, sur la bonne facture. Donc oui, il y a un lien vers ça. Par contre, c'est une belle remarque. Effectivement, lui, il y a une date de saisie, c'est la date à laquelle j'ai saisi la facture. Enfin, l'écriture a été, entre guillemets, saisie dans la comptabilité. La date de facture, alors effectivement, c'est théoriquement la date de compta, pardon, c'est théoriquement la date de facture. Si par contre, j'ai clôturé le mois dans lequel la facture arrive, là effectivement, dans l'écriture comptable, il ne récupérera que la date de comptabilisation. Exemple, le 1er octobre. Hein. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut prévoir un champ de type information libre, mais qu'on fait quelquefois, nous, dans certains cas, pour reprendre la date réelle de la facture. J'ai la même personne tout à l'heure qui a parlé des factures de frais courants comme le carburant. Elle me dit que les mentions obligatoires doivent apparaître sur les petites facturettes, sinon la facture est rejetée. De toute façon, ça sera effectivement le problème. Ce qui est à faire, c'est qu'on appelle ça une facturette ou une facture, ça reste une facture. Donc il faudra effectivement qu'on retrouve la TVA, le numéro de SIRET, etc. C'est pour ça aussi que le logiciel dit de type caisse, le chef de caisse, devront également adapter. C'est pareil, attention, n'oubliez pas, si c'est une facture à destination d'un professionnel, si vous allez faire vos courses à titre particulier, votre facture, elle ne passera pas ne reprendra pas dans le cadre de la réforme. Et effectivement, toutes les factures qui seront libellées à une entreprise soumise à TVA, elles devront également avoir les mentions obligatoires. Tout à fait. Bon, Christophe, je ne vois pas d'autres questions. Je vois des gens qui disent merci beaucoup pour cette présentation dans le chat. Merci, Christophe. Non, merci à vous. Désolé pour la qualité, on aurait aimé faire mieux, mais bon. Si au moins on a pu répondre à vos questions et vous alerter, vous informer sur la réforme et surtout sur cet outil ACS, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous voulez aller plus loin, on est bien sûr à votre disposition avec l'ensemble des commerciaux pour vous aider. Alors, j'ai une dernière question, on va la prendre en compte. Si facture non conforme, saisie manuelle possible? Si facture non conforme, saisie manuelle possible. Oui. Est-ce que c'est possible du coup de la saisir manuellement dans cette automatisation comptable? De toute façon, oui, après, effectivement, on peut tout rentrer à la main, mais je vois pas. En tout cas, normalement, il n'y a pas de raison que la facture ne soit pas conforme. C'est-à-dire qu'il y aura forcément un montant hors taxe. Et
on peut corriger, oui. Enfin, la réponse est oui. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai eu le cas l'autre jour, je peux vous faire sourire, avec un fournisseur marocain, hein, c'est une boîte qui importe des lits du Maroc, hein, et effectivement, le logiciel, il y avait 30 000 dirhams marocains, donc DM, et ACS considérait le DM comme 30 000, il prenait ça comme 0,50, lui. Bien sûr, j'ai dû corriger. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est une facture marocaine au format papier, hein. On était passé par un scannage, enfin, pas très propre, mais vous voyez, il a même une facture, j'allais dire, entre guillemets, un peu pourrie, il est quand même capable grâce à un OCR assez puissant, d'aller reconnaître effectivement que c'était bien du dirham marocain. Il y avait juste cette petite subtilité sur il prenait le DM comme 50. Voilà, c'est tout. Mais non, oui, par contre, oui, on peut bien sûr corriger les montants, hein, s'ils ne sont pas corrects. Mais normalement, le produit est assez puissant au niveau de son OCR pour pouvoir le faire pour vous. Hein. Et est-ce que sur Sage sans gestion commerciale, est-ce que le traitement des factures redescendra également comme dans Sage comptabilité avec les périodes? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que, par contre, bien évidemment, attention, n'oubliez pas, dans cette gestion commerciale, il faut avoir l'option service pour pouvoir gérer tout ce qui est abonnement, donc récupérer en fait les dates de début, date de fin d'une facture. Mais effectivement, ça va redescendre. Hein. C'est-à-dire que, alors après, on a deux écoles. Hein. On a des clients qui, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vont rapprocher la facture du bon de commande et du BL, mais vont laisser quand même l'écriture comptable se faire par la GC, parce que la gestion des familles d'articles, on est un peu plus puissant en termes de ventilation comptable, ou alors d'autres qui vont passer l'écriture à travers ACS. Et dans tous les cas, oui, la facture qui est générée par ACS, par rapprochement d'un bon de commande d'un BL en gestion commerciale, automatiquement, il reprend tous les éléments. Oui. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, est-ce qu'il y a un contrôle de facture déjà saisi? Oui, tout à fait. Effectivement, je ne peux pas montrer ce matin. Je peux vous le montrer rapidement, comme ça, comme on a encore un petit peu de temps devant nous. Vous voyez, imaginez que je décide, je n'ai pas fait gaffe, je reprends cette même facture, donc je vais vous. Hop. Donc là, je vais récupérer cette facture de maintenance à POGEA. Voilà, je vais l'envoyer. Voilà. Et là, bien évidemment, il fait son traitement pareil dans la dossiérisation. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. À la différence de tout à l'heure, quand je vais l'ouvrir, il mettra attention doublon possible. Alors, il met toujours doublon possible. Pourquoi? Parce que lui, il fait un contrôle sur le nom du fournisseur et le numéro de la pièce. Donc, logiquement, il y a de fortes chances que ce soit un doublon. Mais je peux quand même passer outre et quand même enregistrer la facture. Voilà. Donc, effectivement, vous voyez, ça montre bien que vraiment, je fais voilà, ça y est. Oui, il est un peu plus rapide que tout à l'heure. Il a peut-être mon document, là, ça y est. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Quand je vais rafraîchir ma liste de documents et l'ouvrir, hop, automatiquement, hop, j'ai un petit message qui me dit attention doublon. Voilà. Vous voyez, doublon, c'est la facture numéro tant. Voilà. Vous allez dire si je fais OK, alors si je fais annuler, je ne poursuis pas. Par contre, bien évidemment, je vois pourquoi j'ai cette possibilité de pouvoir supprimer la facture. Voilà. Et ici, j'ai une petite poubelle pour la supprimer. Voilà. Donc oui, il y a un contrôle des doublons qui est fait sur ACS. Si nous avons imputé une facture sur un autre compte de charge par erreur, peut-on revenir sur la facture pour modifier le compte sans tout ressaisir? Alors, c'est une excellente question. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ce que je vous ai montré, c'est ce que je préconise. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que la personne ait validé la facture pour passer l'écriture en compta. Par contre, effectivement, dans ce mode de fonctionnement, il y a un petit warning. C'est que lui, lorsqu'il crée la facture, vous avez compris qu'il y a un lien, il y a une grille ACS qui se crée. Et donc, si je retourne modifier l'écriture comptable dans la compta, d'accord? Dans ce cas-là, il casse le lien. Ça, c'est important à vous le dire. Donc, dans ce cas-là, il faut que je me l'ai autorisé à pouvoir modifier les ventilations comptables à partir de l'ACS. Par contre, attention, une fois que c'est validé, c'est fini. On ne peut plus modifier l'écriture comptable. Donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant. Ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, le rôle du comptable est plutôt au lieu de faire de la saisie de facture, il va plutôt être en mode contrôle de facturation, mais il faut bien sûr être vigilant sur l'imputation comptable. La personne me dit qu'on ne va pas devoir passer par un avoir du coup. Et non, du tout. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, si vous êtes trompé d'imputation comptable et que vous êtes arrivé à la fin du cycle, donc là dans ce cas-là, il faut aller dans la comptable, modifier l'écriture. Vous voyez? Et ce qui va pas être top, pour se dire les choses, c'est que quand je dirais dans la comptable, mettons, je raconte 615-300, et quand je dirais sur ACS, l'écriture comptable aurait été faite sur un 613-300, par exemple. Vous voyez? On n'aura pas la même écriture entre ACS et la comptable.
Normalement, c'est ACS qui est maître. C'est ACS qu'on voit l'écriture en compta. Si j'ai fait une erreur, je le modifie dans ACS, à condition que je puisse toujours le faire. Si la facture a terminé son process dans ACS, je ne peux plus revenir la modifier. Ou alors, il faut refaire tout le process. Donc, en général, c'est pas trop. Je ne suis pas sûr que le valideur va être content de revalider une facture qu'il a déjà validée parce que j'ai fait une mauvaise imputation comptable. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux attendre la fin du process et corriger l'écriture en compta. De toute façon, in fine, c'est toujours la compta qui dit la vérité, si je puis dire. Et si j'ai modifié l'écriture en compta après la fin du circuit, dans ce cas-là, l'écriture qui a été mémorisée sur ACS n'est pas la bonne. Et est-ce que c'est possible, Christophe, d'enregistrer une facture avec beaucoup de retard, 1 à 2 mois après réception si tardive? Dans l'absolu, oui. La difficulté que vous allez recevoir derrière, si vous voulez, c'est plus par rapport à votre traitement comptable. Comme vous le savez, Sage 100 n'oblige pas une clôture mensuelle des journaux. On peut rester toute l'année sans clôturer. Moi, je ne suis pas fan, parce que ça veut dire que derrière, on ne verrouille pas un petit peu notre comptabilité. Mais en tout cas, oui, dans l'absolu, je peux très bien aujourd'hui, au mois d'octobre, scanner une facture du mois de mai. Ça ne va pas gêner ACS. D'ailleurs, dans ACS, ce qui est bien fait, c'est qu'on a la possibilité, je vais vous montrer, voilà, ici dans les paramétrages, voilà, le paramétrage des sociétés, même si la compta n'est pas clôturée, voilà, mettons, je vais aller sur ma société Bijoux TVA, vous allez voir, je peux moi-même dire que je veux clôturer une période. C'était pas là, c'était à côté. Excusez-moi, je vais remettre sur ma société, vous allez comprendre ce que je voulais vous montrer. Voilà, société, voilà, c'est ici. Non, c'était là, voilà, c'est ici. Le choix de clôture. La clôture de la société. Donc, j'en trouve plus, désolé. Enfin, en tout cas, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que même si dans ma compta, je n'ai pas clôturé de période, j'ai laissé toute l'année ouverte, je peux par contre faire des clôtures dans ACS. C'est-à-dire, admettons ACS, si tu vois une facture qui arrive au mois de mars, par exemple, tu vas la comptabiliser au mois de juin. Vous voyez, voilà, il y a un endroit pour l'indiquer dans l'administration, ça s'appelle la fermeture des périodes. Je sais pas, excuse-moi. C'est par société qu'on gère ça. Enfin, en tout cas, voilà. En tout cas, on peut laisser la compta ouverte, mais se bloquer volontairement dans ACS pour éviter justement qu'une facture trop ancienne. Et là, qu'est-ce qui se passe si je ne l'ai pas verrouillé dans ACS? La facture du mois de mai, il va la rentrer dans la compta au mois de mai. La compta, elle, n'est pas clôturée. Vous voyez? Donc la réponse est oui. Il n'y a pas de souci, on peut très bien aujourd'hui scanner une facture, même de l'année dernière. Parce que nous, on a même des clients qui ont mis ACS en cours d'année et qui arrêtaient un autre logiciel de démat. Donc, ils nous ont demandé à récupérer les factures de 2023, par exemple, pour pouvoir les archiver légalement pendant 10 ans. Vous voyez? Dans ces là, bien sûr, on les avait récupérées, les 5 ou 6 000 factures que vous avez eues en 2023. Bien sûr, elles ne rentraient pas dans un système de workflow, mais elles ne passaient pas d'écriture en compta. C'est plus pour qu'ils puissent les archiver dans un espace de stockage. Alors, j'ai une nouvelle question, Christophe. Alors, je te la lis. Alors, une fois la TVA envoyée, les journaux seront peut-être clôturés, non? Ce sera une obligation à terme et nous devons saisir la facture reçue tardivement en date de début de période ouverte non validée. Oui, alors, est-ce que ça va être une obligation? Je vous réponds non, parce qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas. Je ne sais pas si vous utilisez la notion de déclaration de taxe dans cette JE100, mais quand vous faites la déclaration de TVA à partir de cette JE100, lorsque vous avez édité votre état préparatoire de contrôle à la TVA, à la fin, c'est vous faites l'écriture de TVA, donc ils solde le compte de TVA utile par les comptes de TVA collectés et trouvent le crédit de TVA ou le TVA à décaisser, et ils vous proposent de clôturer les périodes. C'est déjà le cas, mais ça reste une proposition. Je ne pense pas que Sage va rendre ça obligatoire, à moins que, bien évidemment, pour être conforme avec la LC, avec l'autorisation nationale, on nous oblige à clôturer les périodes. Mais aujourd'hui, c'est déjà une possibilité que Sage 100 comptable vous offre et que très peu de clients font, mais c'est vrai que j'ai tendance à dire que je préconise ça, moi, parce qu'une fois que la TVA est faite, il ne faut surtout pas retourner sur le mois qui a été déclaré. Mais je ne pense pas que ce soit une obligation, je ne crois pas. Cette personne me dit que oui, il propose, ce n'est pas obligatoire pour le moment, en effet. C'est ça.
Ouais, pour le moment, mais regardez, on a la même chose avec moyen de paiement. C'est moyen de paiement, quand vous mettez à jour votre comptabilité, il propose de clôturer les écritures qu'il a générées. Et par défaut, il propose le nom. Donc c'est pareil. Je suis très surpris que Sage nous impose ça. Ah, mais je dis, Sage pourrait nous l'imposer si on lui impose aussi. Pour être confiant, vous savez qu'il y a quand même une autorité pour les comptabilités informatisées. Hein, il faut qu'on soit légal, entre guillemets. Donc c'est vrai que si demain, on nous dit les déclarations de TVA, une fois qu'elles sont faites, il faut clôturer les journaux qui ont généré la TVA, dans ce cas-là, effectivement, on rendra ça obligatoire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas. Enfin bon, regardez, hein, qui aurait cru que le gouvernement se serait fait s'engager au niveau du portage public de facturation. Voilà, toujours. On ne sait jamais en France. Hein. Bah, écoute, Christophe, j'ai que des personnes qui te remercient dans le chat. Bah, merci à elle d'avoir participé à ce petit webinaire. Bah, voilà, j'ai que merci Christophe, merci pour cette présentation. Et je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, on va pouvoir clore ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Et oui, c'est ça. Parfait. Merci à tous pour votre participation et merci à Christophe pour cette présentation. Bonne journée à tous et à très vite. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.